Bonjour et bienvenue à tous à cette web session sur le pilotage des échéanciers et la maîtrise du cash avec Sage FRP 1000. Cette session va être animée par nos experts, c'est-à-dire Céline Glandor, chef de marché FRP 1000, Flosie Choupa et Pierre Anchart-Téchard et Guy, ingénieur, tous les deux sur FRP 1000. Tout de suite, l'agenda de cette session, qui va commencer par une introduction de quelques minutes par Céline. Ensuite, vous aurez une présentation dans l'outil, une démonstration dans l'outil côté compta avec Pierre. Ensuite, nous passerons sur les aspects trésor avec Flosie et nous reviendrons avec Pierre sur les aspects plus liés au reporting. Et nous finirons la présentation, enfin la session, par une session de questions-réponses. Questions que vous pouvez poser tout au long de cette session dans le volet que vous avez sur votre droite, qui peut s'afficher à partir des petits symboles de bulles avec un point d'interrogation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau pendant cette session. Nous y répondrons en fin de présentation. Voilà, je vous souhaite une bonne session et je passe tout de suite la main à Céline. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Je suis ravie de partager cette petite heure de présentation avec vous. Donc moi je suis Céline Glandor, je suis chef de marché sur Sage FRP 1000 sur la France et l'export francophone. Et donc nous allons passer cette heure ensemble pendant laquelle, comme vous l'a expliqué Isabelle, Flosie et Pierre, vous feront voir comment répondre aux enjeux dans ce contexte grâce à Sage FRP 1000. Alors, je vais parler très rapidement du FRP 1000 pour vous donner quelques informations produits. Tout d'abord, vous rappelez que c'est une solution financière qui est complète, mais qui peut être intégrée ou modulaire. Effectivement, sur une plateforme appelée Safe 1000, avec un certain nombre d'outils intégrés en standard dans le FRP, vont venir s'ajouter des modules. Alors, des modules d'une part sur la partie comptable, avec la comptabilité, les IMO, les notes de frais, les états comptables et fiscaux. Ensuite, on peut rajouter tout ce qui est processus opérationnel avec la gestion des achats, des ventes et des stocks, 3 modules. Et enfin, la partie flux financier avec la trésorerie, les garanties financières, banque, paiement et communication bancaire et le rapprochement bancaire. Toutes les informations qui seront saisies dans ces différents modules pourront être restituées dans un outil que l'on appelle Sage BI Reporting et nous le verrons en fin de présentation avec Pierre. Cet outil qui va vous permettre de constituer les tableaux de bord dont vous avez spécifiquement besoin, qui vous permettront de prendre les bonnes décisions au moment où vous en aurez besoin. Ces tableaux de bord, vous le verrez, sont basés sur Excel, un outil que tout le monde dans les sociétés connaît et utilise. Donc, vous allez rapidement dans cet environnement pouvoir construire tous les états que vous souhaitez. On va continuer avec des informations sur le FRP. Sage FRP 1000, vous le verrez sur la slide finale récap, c'est un produit qui, dans l'absolu, n'a pas de limitation dans la réponse aux besoins. Effectivement, c'est ce que l'on appelle un produit back-office. Donc, on va pouvoir, avec cette suite financière, venir s'interfacer avec tous les outils front-office du marché. Nous sommes présents aujourd'hui sur plus de 70 secteurs d'activité et nous avons mis sur ce slide ceux sur lesquels nous sommes le plus présents. Mais voilà, nous n'avons pas de réelle limite puisqu'aujourd'hui, cet outil va répondre aux enjeux des directions administratives et financières, quelle que soit l'activité de chacune des entreprises. Comme je vous le disais tout à l'heure, notre présence, comme je le disais en me présentant, je m'occupe de la France, mais pas que. Donc, vous allez voir sur la carte présente sur ce slide que nous avons une présence bien sur toute la France avec une implantation un petit peu plus importante sur des régions comme Paris et l'Île-de-France, mais pas que. Voilà, c'est un produit qui va s'adapter aussi à toutes les législations françaises ou similaires. Donc, nous sommes très présents sur toutes les zones d'Afrique francophone et tout le Maghreb et nous adressons tous les clients de la même façon avec Sage FRP 1000.
Voilà pour une présentation rapide du FRP 1000. Vous rappelez que donc, nous sommes présents dans plus de 70 secteurs d'activité. 3600 clients utilisent Sage FRP 1000, quel qu'en soit le module. Et nous avons plus de 7000 produits qui sont abonnés autour du FRP 1000. L'année dernière, 40 partenaires en France et à l'export ont été actifs et donc vous ont accompagné dans le déploiement, mais aussi dans la montée en compétences ou dans l'ajout de nouveaux modules que vous auriez fait, avec leurs 250 consultants qui sont certifiés, puisque bien sûr chez Sage, nous certifions par le biais d'examens nos consultants sur chacune des versions majeures. Pour terminer, Sage FRP 1000, c'est un produit français avec une R&D locale et un support en France aussi, basé sur différents sites que nous avons. J'espère avoir été assez rapide. Le plus important, c'est de laisser la parole à Flosie et à Pierre. Je crois que c'est Pierre qui va démarrer et qui vont vous présenter les produits et comment répondre aux enjeux dans ce contexte. Merci. Merci Céline, je vais donc prendre la main et c'est donc moi effectivement qui vais commencer. Je vais commencer par rappeler rapidement l'agenda. Donc un agenda sur trois parties. Cette session va commencer par ce qu'on appelle l'échéancier. Donc je vais revenir sur certains points de la gestion des échéances, notamment le marquage, notamment le mode cube, qui ne sont pas forcément des choses qui sont très connues. Ensuite, nous verrons la trésorerie. C'est Flosie, je passerai la main à Flosie, qui vous fera une démonstration produit de la trésorerie, notamment de la fiche en valeur, notamment des emprunts spot. Et puis enfin, je reprendrai la main et je terminerai par ce qui a été évoqué par Céline, par l'outil de BI, et je ferai une rapide présentation de BI Reporting. Voilà, donc voilà pour l'agenda, et je vais donc maintenant basculer directement dans Sage FRP 1000. Donc je vais me connecter et dans mon environnement web. Donc j'ai préparé effectivement l'agenda complet en détail que vous voyez sous les yeux. Donc le sujet que nous avons décidé de traiter aujourd'hui, c'était le sujet de l'échéancier. L'échéancier, c'est le menu ici que vous voyez en haut qui contient un certain nombre d'éléments. Donc moi, je souhaitais revenir sur un certain nombre de ces éléments et les passer en revue, donc essayer d'être exhaustif sur la façon dont on peut optimiser la gestion de l'échéancier. Donc on verra évidemment ce qui concerne le cœur de l'échéancier, c'est comment faire évoluer ces échéances qui consistent aux encaissements et décaissements. Je vous montrerai quelques fonctions et traitements qui ne sont pas forcément connus et qui permettent d'utiliser au mieux son échéancier, notamment le marquage, notamment les analyses de règlement. Et puis sur la partie suivie de l'échéancier, je vous montrerai la balance AG qui est connue évidemment, que tout le monde utilise, mais je vous montrerai peut-être une petite fonction que vous n'avez jamais utilisée qui vous permettra, je pense, d'optimiser son utilisation. La recherche d'échéance, l'écran de recherche d'échéance aussi, qui est pour moi un complément important de la balance AG, puisqu'elle permet en effet de produire des extractions, de produire des tableaux croisés en utilisant ce qu'on appelle le mode cube. Mais avant de parler de tous ces éléments, mon premier point concerne l'alimentation de l'échéancier. Alors c'est vrai que la gestion de l'échéancier, un point important dans la gestion de l'échéancier, c'est d'avoir des dates d'échéance correctes. Ça, c'est déjà le point de base. Et c'est pour ça que je voulais commencer cette présentation par l'alimentation de l'échéancier. Pour beaucoup d'entre vous, l'alimentation de l'échéancier va se faire par import, notamment pour la partie vente. C'est vrai que souvent, on va importer des écritures de vente d'un produit métier et donc, lorsqu'on fait cet import, la plupart du temps, les dates d'échéance sont dans le fichier qui est importé. Donc, on n'a pas trop de questions à se poser sur la justesse des dates. Elles sont normalement automatiquement bonnes. Mais il peut y avoir aussi d'autres cas de figure, des cas de figure qui vous invitent à saisir des factures. Et c'est peut-être le cas sur la saisie de factures fournisseurs. Alors c'est pour ça que je voulais donc faire un petit point avant d'aborder d'autres thèmes sur la saisie de factures et notamment la bonne façon, si vous voulez, de saisir une facture de manière à correctement alimenter les dates d'échéance de son échéancier. Donc le premier point, c'est tout simplement une saisie de facture et je vais mettre l'accent sur un point très important dans la saisie de facture. Donc là, je suis sur mon écran de saisie d'une pièce comptable dans un lot comptable. Il y a une chose qui apparaît déjà tout de suite à l'écran, c'est qu'il y a plusieurs dates. En haut à gauche, vous avez la date du lot qui est initialisée à la date du jour. Et puis ici, j'ai rassemblé les deux colonnes parce qu'elles ne sont pas forcément l'une proche de l'autre dans un écran qui est standard. Vous avez ici une première date et puis une deuxième date qui est la date de référence. Date REF en abrégé.
Eh bien, ces deux dates sont très importantes. Elles ont un impact sur l'échéancier et notamment celle-ci, la date de référence. Donc, ce que je voulais signaler, c'est que quand vous saisissez une pièce comptable, vous avez la date du lot qui est en haut, qui n'aura pas d'incidence par la suite, mais les deux dates, date et date référence, elles auront une incidence. Donc, la première date, c'est la date qui va inscrire cette pièce dans une période comptable. Donc là, si je reste sur le 15 avril, ben, cette pièce comptable, si c'est une facture, paraîtra sur la balance du mois d'avril. La date de référence, c'est une date, elle, qui va me permettre d'indiquer la date réelle de la facture. Et donc, ça, c'est très important parce que si je reçois des factures et que je saisis ces factures avec un décalage, je suis au mois d'avril, mais je vais saisir une pièce, une facture fournisseur qui est arrivée le mois dernier, eh bien, il est très important d'utiliser cette date de référence de manière à positionner la date exacte de la facture. Et là, c'est ce que je fais. Vous voyez, je mets, en l'occurrence, la date du 10-03 qui correspond à la date réelle de la facture. Et ça, c'est très important puisqu'on va le voir que le calcul de la date d'échéance va se faire sur cette date-là. Donc, après la suite, bon, bah, c'est classique. Hein. Je vais simplement, moi, saisir une écriture comptable. Je vais ici mettre un montant. Et au moment où je vais enregistrer, eh bien, c'est à ce moment-là que le système va appliquer le décalage d'échéance qui a été programmé sur la fiche du fournisseur. Donc, je ne vais pas revenir sur ce point-là, mais vous savez que sur les fiches fournisseurs, vous indiquez ce qu'on appelle un échéancement, donc une façon de calculer, un délai de paiement, un mode de règlement. Et quand j'enregistre ma pièce, eh bien, il va appliquer automatiquement ce décalage de règlement. Et on voit donc ici, il me calcule une date d'échéance au 30 avril. Je peux aller voir le détail. 30 avril, LCR 30 avril. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien, parce qu'il applique un décalage fin de mois, 30 jours fin de mois, non pas à la date de pièce ici, mais à la date de référence. Si je duplique la pièce, par exemple, et que je mets 12 000, le même montant, et que je ne modifie pas cette date de référence et que j'enregistre directement, eh bien, on voit là qu'il me calcule en fait une date d'échéance à une date différente au 31 mai, puisqu'il se base cette fois-ci sur la date de référence que je n'ai pas touchée. Voilà ce qui me paraissait donc important de rappeler, cette notion de date de référence. Donc, vous savez qu'on peut bouger les colonnes et ramener la colonne au début. C'est ce que j'ai fait pour cette présentation. Elle est importante, cette date, parce qu'elle va me permettre de positionner automatiquement la bonne date d'échéance dans mon échéancier. Voilà ce que je voulais montrer sur la saisie de facture. Alors, c'est valable sur les achats, c'est valable sur les ventes, c'est valable à chaque fois. À chaque fois, si vous voulez que vous calculez une date d'échéance, il va venir lire la date de référence. Donc, il faut prendre soin d'indiquer la date de la facture que vous avez sous les yeux. Passons à la suite de l'agenda. Donc, la suite, c'est de revenir sur le suivi de l'échéancier et sur la balance AG. Alors, balance AG, vous la connaissez. C'est ce qui va vous permettre de sortir un état par type de collectif, client ou fournisseur, et de pouvoir regrouper toutes les échéances en fonction d'un traitement, d'une tranche de date. Donc, cette balance, elle a deux façons de fonctionner. Elle peut fonctionner en nombre de jours et vous indiquer dans la colonne de gauche ici les décalages que vous allez appliquer, moins 60, moins 30, 0, 30, 60, 90, ou vous allez l'appliquer en date à date. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on prend en moins 60, eh bien ici, sur la période de droite, par rapport à une date de référence, on n'a pas forcément des périodes pleines. Donc, même si je mets ici la date du 1er avril, parce que je voudrais avoir une balance AG du 1er avril au 30 avril, par exemple, eh bien, on s'aperçoit qu'un décalage en moins 60, moins 30, 0, me positionne là le 2, là le 3, ici, voilà, on voit que ce n'est pas tout à fait ce qu'on cherche. Alors, on peut essayer la date à date, mais date à date, c'est pareil. Il faut revenir ici pour chacune des tranches et repositionner le bon mois. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les dates relatives. Donc, une date relative, c'est ici sur, je vais me mettre sur la 4e tranche. En cliquant sur le petit calendrier, vous avez une option ici, saisir une date relative. Et ça va me permettre, en fait, de calculer automatiquement la date et de ne pas avoir à la saisir. Et donc, moi, je vais indiquer, par exemple, que je veux décaler de 0 jour, mois, semaine, ça ne changera pas grand-chose dans mon cas, je vais prendre jour, la date du jour, et de conserver le début du mois. Voilà, et je vais faire un petit calcul. Donc, je vois que si je suis le 2 avril, il me cherchera, lui, automatiquement le 1er avril. Et ça, je vais l'enregistrer. Donc, le système remplace une date réelle par ce qu'on appelle une date relative, donc un algorithme. Et je vais faire la même chose sur la date de fin de mois. Je vais passer en mode relatif. Je vais faire le même décalage, 0 jour, conserver le début de mois. Je vais faire un petit test quand je suis, par exemple, positionné sur le mois d'avril. Au 15 avril, calculer, eh bien, je veux moi la fin du mois, pardon, hop, calculer, il met bien la fin du mois. Voilà en quoi ça consiste, c'est la date relative. Alors, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de faire en fait les 6 tranches une seule fois et puis surtout d'enregistrer.
ça c'est peut-être une option aussi que vous n'utilisez pas forcément, c'est de créer une sélection à partir des enregistrements des paramétrages. Là, je me suis focalisé sur la date, mais vous pouvez ensuite cocher ici total par collectif, par rôle tiers, par lettrage partiel. Mais surtout, ce qu'il faut penser à faire, c'est enregistrer la sélection, ici en créant ici un petit enregistrement, et de manière à pouvoir la réutiliser et ne pas avoir à revenir ici sur chacune des tranches pour saisir. Donc ça se passe comment? Pour une que j'ai utilisée, par exemple balance AG par échéance que j'ai déjà préenregistrée, je la sélectionne ici et j'applique la sélection. Et vous voyez qu'il a remplacé toutes les dates réelles en jours par des dates relatives et c'est lui-même qui va se positionner et lancer le calcul. Voilà. Et donc derrière, moi, j'ai plus qu'à lancer l'aperçu de la fonction et donc j'aurai le résultat de ma balance et on verra sur ce résultat de balance qu'on aura bien un respect, si vous voulez, des tranches de date en commençant bien à la date du premier mois de chaque mois et à se terminer à la date du dernier jour de chaque mois. Voilà ce que je voulais vous montrer sur cette première édition. Voilà le résultat qui apparaît ici. Et donc, sur ma balance AG, on voit bien ici que sur les colonnes, j'ai bien des mois entiers qui commencent au premier jour du mois. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer, la balance AG. Autre élément important, c'est la recherche d'échéance. Et donc, la recherche d'échéance qui est dans le menu échéancier, ici, recherche d'échéance que j'ai placé dans mon processus, c'est cet écran qui va me permettre de construire des cubes, par exemple. L'édition de la balance, c'est bien, mais souvent, ce qui est demandé, c'est aussi de faire des extractions. Et donc, on veut extraire en fonction de critères qu'on aura mis et retraiter parfois dans Excel. L'intérêt de cet écran-là, c'est de pouvoir faire ça, justement. Vous avez ici 2 onglets de sélection. Alors, je ne vais pas décrire tous les champs, mais on peut bien évidemment filtrer sur les dates. On peut filtrer sur les montants. On peut filtrer sur le type de collectif, ici, prendre les clients, les fournisseurs. Et on peut, dans les filtres avancés, filtrer sur les échéances non lettrées, totalement lettrées ou lettrées partiellement. Donc, on a vraiment les critères importants. Il y a d'autres critères, mais il y a vraiment les critères importants. Et donc, l'intérêt ici de la fonction, c'est de pouvoir, en fait, préparer, vous voyez sur la partie gauche ici, préparer ces sélections, notamment en utilisant ce que j'ai montré tout à l'heure sur la balance AG, les dates relatives. Donc là aussi, on peut utiliser ces fonctions de dates relatives de manière à chaque fois avoir toujours un résultat déjà calculé. Et donc, construire un cube, j'ai plus qu'à donc choisir ici ma période de sélection. Et ici, j'ai automatiquement le résultat qui s'affiche et mon mode cube. Ici, j'ai mon échéancier à plus 6 mois parce que je l'avais préparé. Autre exemple d'échéancier, l'échéancier par exemple à moins 3 mois. Là, cette fois-ci, je vais aller lire sur les 3 derniers mois les échéances en retard de paiement par rapport à mes fournisseurs et classées par mois. Et donc là, je clique sur échéance moins 3 mois et il va me présenter de la même manière, cette fois-ci février, mars, avril, les échéanciers de retard de mes clients. Vous voyez, et en utilisant le même principe ici de date avancée, de date relative dans les sélections. Et donc après, en multipliant les critères et en enregistrant les sélections sur la partie gauche, eh bien, on peut aussi avoir, par exemple, les trades de plus de 50 000, et voilà, les paiements fournisseurs à venir sur les 3 prochains mois, et j'ai mon petit tableau. Le portefeuille des trades à plus de 6 mois, donc je sélectionne ici portefeuille et j'actualise, et là, il va me dire, ben voilà, j'ai effectivement quelques trades dans les 6 mois à venir. Et puis, par exemple, les clients à plus 3 mois, par exemple, dont les factures sont supérieures ou dont les échéances sont supérieures à 10 000. Voilà, j'en ai pas beaucoup. Je reviens ici sur celui-là ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un mode cube. Alors ce mode cube, il est intéressant parce qu'il me présente ici sur des échelons de temporels qui sont le mois. Ça, c'est ça qui m'intéresse. Il est aussi intéressant parce qu'il permet d'aller exporter vers Excel. Si je veux retraiter, moi, d'une manière ou d'une autre, ce tableau, je peux, avec le bouton Action, actionner un export vers Excel et récupérer ce tableau en tant que tableau croisé dynamique en plus. Donc, je vais choisir ici le format Excel, cliquer ici en tant que tableau croisé dynamique, et puis je vais exécuter le traitement. Je peux l'envoyer par mail aussi, mais en tout cas, ça va me générer un fichier. Je peux le planifier aussi de manière à ce qu'il sorte automatiquement, par exemple, toutes les semaines ou tous les mois, automatiser cet export-là, et donc il va me produire un fichier qui sera exactement le reflet de ce tableau-là. Donc, c'est ce qu'on appelle le mode cube. Comment est-ce qu'on construit ce mode cube? Eh bien, au départ de l'écran, c'est vrai qu'il y a un choix à faire qui est le mode cube que tout le monde ne connaît pas. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, le point de départ de mon écran, eh bien, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle le mode groupe. Quand j'arrive sur l'écran, normalement, je suis sur un écran qui m'affiche les champs, si vous voulez, en colonne. Et moi, c'est à partir de cet écran de départ, en activant la fonction analyse mode cube ici, eh bien que je vais pouvoir faire glisser les éléments qui m'intéressent et construire
le tableau croisé dynamique que je vous ai montré, que je vais utiliser moi au quotidien, notamment sur la date, les dates par exemple, pas date d'écriture mais date d'échéance, je vais plutôt aller chercher la date d'échéance ici. Voilà. Et sur une date d'échéance, je vais demander un regroupement. Alors souvent on va demander un regroupement par mois, c'est ce que j'ai fait, mais on peut demander un regroupement par décade, par semaine, par semestre ou par année. Et puis ensuite, je vais aller chercher le montant signé, le montant TC de mes échéances, de manière à créer ce tableau et avoir automatiquement la production du tableau. Donc, vous voyez que c'est très ergonomique. On peut comme ça créer son tableau. On peut multiplier les critères. Je peux aussi afficher, par exemple, le mode de règlement. Si ça m'intéresse, moi, de savoir pour chaque tiers qu'est-ce qu'il me doit et selon quel mode de règlement. Je peux utiliser aussi d'autres filtrages, comme le compte général. Ici, mettre les 411. Inverser les tris pour regrouper ici les modes de règlement d'abord et puis ensuite les comptes généraux. Vous voyez que c'est très ergonomique, la construction de ce type de cube. Et ça me permet de construire exactement l'échéancier qui m'intéresse, puisque dans les sélections, j'avais pris auparavant soin de filtrer et de n'afficher que les non lettrés et les partiellement lettrés, donc je n'ai pas les écritures lettrées totalement. Voilà donc ce qu'on appelle le mode cube et les sélections ici qui permettent donc de prépositionner de façon très rapide des échéanciers et d'avoir très vite une vue de son échéancier. Je vais repasculer sur le mode cube. Une dernière chose que j'ai à vous montrer avant de changer de thème, eh bien, c'est que sur les échéances, comme vous les avez ici, vous avez la possibilité aussi dans le menu Action d'aller modifier les échéances. Donc, si vous avez une échéance à modifier, donc vous voulez modifier la date, il suffit de venir ici, modifier l'échéance, et vous avez la possibilité de modifier la date d'échéance. Voilà pour ce deuxième point sur le suivi de l'échéancier, qui était la recherche d'échéance, qui est un bon complément en fait de la balance AG. Autre point, on va passer maintenant aux fonctions et traitements qui existent sur la gestion de l'échéance. Il y a une fonction qui n'est peut-être pas forcément connue, c'est le marquage. Marquage-démarquage, donc ça marche dans les deux sens. Donc le marquage-démarquage, ça va me permettre d'apposer, si vous voulez, un tag ou un commentaire sur une échéance. Donc je vais moi sélectionner par exemple les comptes 401. Je vais rester sur une période voilà, du 31-12 ou alors je vais rester un petit peu sur le trimestre. Et puis, je vais décider de créer un groupe de marquage, notamment parce que je veux taguer, je veux mettre un commentaire, je veux pouvoir poser une marque, en l'occurrence le bon à payer sur des factures. Alors qu'il existe déjà, je vais le mettre un 2, voilà. Donc, je vais mettre un bon à payer. Et donc, je vais faire une recherche sur mes écritures. Et sur le résultat, eh bien, qui s'affiche, donc voilà le résultat des factures non lettrées de la période que j'ai interrogée, eh bien, je vais pouvoir sélectionner ici un certain nombre de pièces en les cochant ici. Et c'est ça qui va consister à faire le marquage. C'est-à-dire que je vais marquer comme bon à payer toutes ces pièces. Donc là, j'ai marqué 3 échéances. Donc ce principe de marquage, il est pertinent de l'utiliser pour la gestion du bon à payer. On peut l'utiliser dans d'autres cas, pour mettre en litige, pour envoyer à l'acceptation. Et puis on peut créer aussi d'autres types de marquage. Ici, vous avez une petite liste de 5, mais on peut enrichir cette liste. L'intérêt du marquage, on le retrouvera tout à l'heure dans le cycle d'évolution des échéances, qui est connu, ce cycle d'échéances, mais on verra comment utiliser justement cette notion de marquage pour optimiser ces fonctions-là. 3 autres traitements qui existent, ce sont les retards de paiement, analyse des règlements et incidents de paiement. Donc, je vais aller très vite. Ce sont des fonctions qui sont dans la partie auxiliaire que j'ai rassemblée ici, qu'on voit ici, que j'ai rassemblée ici. Retard de paiement, eh bien, ça va me permettre, moi, d'avoir un calcul des factures reçues et des factures émises en nombre de jours de chiffre d'affaires. Voilà, donc ici, vous avez factures reçues, je vais mettre sur les factures émises. Et donc ici, j'ai le pourcentage de ce que représentent les factures échues entre 1 à 30 jours par rapport à mon chiffre d'affaires ou par rapport ici à 31 à 60 jours. Et puis, j'ai accès ici aux détails. C'est intéressant et donc je peux aller voir le détail de ces factures. Ça, c'est le premier traitement qui existe, qui est le calcul des retards de paiement. Il y a un autre traitement qui est intéressant, c'est l'analyse des règlements. Alors, l'analyse des règlements, j'en ai préparé un ici. C'est une vue statistique de la façon dont sont réglées les échéances dans l'échéancier, aussi bien client que fournisseur. Donc là, un petit exemple ici, vous avez la légende ici qui correspond à ce que contient les 4 colonnes du dessous. Et donc, ce sont des calculs de jours moyens de règlement, de jours moyens de retard de règlement des factures réglées, de jours moyens de retard des paiements des factures non réglées et de retard de paiement, toutes factures confondues. Et donc, ça me permet, moi, d'avoir déjà une appréhension des clients, de la façon dont ils me payent, de la régularité de paiement et de construire après des statistiques et de construire surtout des groupes, peut-être de regrouper après les clients en fonction de ces statistiques et de faire différents groupes pour gérer les relances notamment, pour gérer les incidents. Et le thème des incidents, c'est le dernier traitement qui existe aussi, c'est la génération des incidents de paiement. Donc, il y a un outil qui va aller lire dans l'échéancier
tous les retards de paiement par rapport à une date de référence. Alors c'est là qu'on peut aller chercher des groupes de clients à laquelle on a affecté une régularité de paiement qu'on aura construite par rapport à la statistique que j'ai montrée précédemment. Et donc, on va lancer ce traitement et donc il va aller lire l'ensemble de la base de données, l'ensemble des échéanciers et trouver des échéances en retard et venir, ce qu'on appelle créer des incidents, des litiges qui se retrouveront sur la fiche du tiers. Donc là, j'ai 52 en cours et il m'en a trouvé 3 supplémentaires que je peux afficher ici. Et donc, on va retrouver ici, effectivement les cas de litige dans la fiche client. Je vous montre rapidement la fiche client pour vous montrer où se situent ces litiges. Si je prends par exemple le tiers ici, le client Aquarelle, dans l'incident, eh bien cela crée ici un retard, un incident de paiement. Et donc il y a un incident qui est créé. On a le montant d'échéance. Il s'agit d'une nature d'incident de retard de paiement. Et alors ici, comme j'ai mis les modules achat et vente, eh bien il est actif pour les ventes et actif pour les livraisons. C'est-à-dire qu'il va déclencher un blocage automatique côté vente, aussi bien pour la saisie de commande que pour la livraison des commandes en cours. Voilà sur ce traitement donc de traitement des retards, des calculs des incidents de paiement, qui est une fonction qui existe et qui a un intérêt évidemment si mon échéancier est bien à jour avec des bonnes dates d'échéance. Dernier point de cette présentation sur l'échéancier, c'est le cycle d'évolution d'échéance. Alors je voulais aborder ça sur 2 thèmes. Premier thème, c'est les campagnes de règlement. Et c'est là qu'on va retrouver la pertinence d'avoir fait du marquage. Les campagnes de règlement, c'est une façon de traiter en masse les échéances à payer. Alors, on peut l'utiliser côté fournisseur, mais ça peut aussi s'utiliser côté client. Et donc, moi, je vais définir effectivement, par exemple, de régler tous mes fournisseurs par le biais d'une campagne. Donc, sur le mois en cours, je vais aller interroger les règlements que j'ai à faire. Et si j'ai fait du marquage, eh bien, par exemple, je vais pouvoir justement actionner automatiquement cette notion de marquage et d'aller chercher que ce qui a été marqué comme bon à payer. Et donc, je vais pouvoir ici automatiser, gagner du temps, puisque ce traitement est planifiable ici. Donc, on peut le planifier en décalé. Là, je ne vais pas le planifier, je vais juste le lancer. Et donc, pardon, je n'ai pas mis la devise ici. Il faut mettre la devise. Et donc, je vais lancer ce traitement. Et donc, s'il trouve des échéances, il va me les mettre dans ce traitement. Il va aller donc créer une tâche. Vous voyez qu'il y a une tâche qui s'est déclenchée, donc on est en mode asynchrone. Et il va me générer un bordereau contenant tous les fournisseurs à payer qui ont été marqués puisque j'avais mis l'option de marquage. Ça, c'est la campagne de règlement. Le bon à payer, le marquage peut aussi être utilisé sur les décaissements classiques, décaissements de règlement. Donc là, c'est plus classique et vous connaissez, je pense, cette fonction, mais je vais vous montrer où est-ce qu'on va retrouver la notion de marquage. Donc, je vais faire ici, moi, un bordereau de décaissement fournisseur. Lorsque je vais aller chercher mes échéances, eh bien, je vais dans la fonction avancée et je peux aller décider de ne faire apparaître que les BAP. Voilà. Donc là aussi, on a des sélections. Donc je peux faire appel à une sélection toute prête, de manière à ne pas avoir à ressaisir les éléments. Et lorsque je lance la recherche, eh bien, il va me proposer donc uniquement les fournisseurs pour lesquels j'ai des factures, pour lesquels j'ai fait cette action de marquage, de bon à payer. Et moi, j'ai juste à sélectionner ici ce qui m'intéresse, faire un regroupement de factures et exécuter de manière à créer mon bordereau. Voilà. Et donc, je crée donc comme ça le bordereau. Voilà ce que je voulais vous dire sur la question de l'échéancier, donc ces différents thèmes, suivi de l'échéancier, quelques fonctions et traitements, et l'utilisation du marquage dans les fonctions de campagne de règlement et de génération des encaissements et des décaissements. On va donc terminer sur ce sujet-là et je passe le relais à Flozy qui va nous parler de la trésorerie. Et donc, on va basculer sur son écran. Flozy, c'est à toi de prendre la parole. Si tu m'entends. Voilà, Flozy, tu m'entends? Alors, oui. Dis-moi, Flozy, parce que là, j'ai parlé de l'échéancier, donc on bascule sur le sujet de la trésorerie. Oui. Moi, si j'ai pris soin de bien gérer mon échéancier avec des dates toujours justes, est-ce que toi, dans la trésor, tu peux récupérer ces échéances sous un prévisionnel de trésorerie? Oui, Pierre. Alors, du coup, avec Sage FRP 1000 Trésorerie, nous avons la possibilité, avec l'écran d'import des mouvements en comptabilité, de récupérer, soit de récupérer l'échéancier avec les différentes échéances, ou de récupérer les bordereaux de règlement avec des écrans de sélection, comme tu nous l'as dit, sur les comptes. La possibilité de faire une sélection par nature de règlement. On peut aller cibler la nature du règlement, faire des sélections de décaissement ou d'encaissement comme tu nous as montré sur les bordereaux. Les bordereaux
de traitement, les bordereaux traités avec de la comptabilisation, comptabilisée ou non comptabilisée. Un autre écran de sélection pour aller cibler plus finement les dates avec la possibilité de choisir des périodes glissantes, par exemple. Et ensuite aller lui donner le chemin, lui dire où aller récupérer ces éléments, et ici dans la suite financière pour qu'il puisse générer automatiquement les prévisions dans la trésorerie. On a la possibilité aussi ici, comme tu nous l'as montré, de faire des profils de sélection où nous allons pouvoir choisir automatiquement notre profil sans avoir à resélectionner à chaque fois les mêmes choses. Voilà qui répond à ta question, je pense, Pierre. Oui, oui, tout à fait. Et alors, du coup, là, c'était l'échéancier. Donc, tu m'as montré qu'on pouvait récupérer les échéances de l'échéancier ou les échéances dans des bordereaux, ce que j'ai compris. Mais si on a aussi les modules achat et les modules vente, puisqu'il y a un module achat, un module vente, un module P2P, un module O2C, order to cash, est-ce qu'on peut aussi, dans la trésor, aller chercher sous forme de prévision, des commandes d'achat, des commandes de vente, des demandes d'achat, des factures? Est-ce que c'est possible ça aussi? Nous avons aussi, avec l'import des engagements et des pièces commerciales, la possibilité d'aller sélectionner et importer les éléments de la gestion commerciale. Donc, sur une sélection par famille de sociétés, des regroupements ou par société, aller récupérer ou les demandes d'achat ou directement les pièces commerciales, donc les factures d'achat d'avoir, les factures de vente, aller faire une sélection sur une période de date selon les échéances aussi, et aussi à lui donner le chemin et lui indiquer où aller récupérer ces éléments et générer les prévisions dans la trésorerie. D'accord. Pardon, excuse-moi. Ouais. Cela correspond à ce que nous avons la possibilité avec la trésorerie de pouvoir aller récupérer dans la comptabilité quand c'est intégré avec et aussi dans la gestion commerciale. D'accord, donc ça vient de la gestion des échéanciers, ça peut venir des pièces commerciales, des achats et ventes. Et est-ce que ça peut venir aussi d'un outil qui serait passage? Est-ce que je peux aussi importer des prévisions depuis l'extérieur dans la trésorerie? Tout à fait, nous avons la possibilité effectivement de faire un paramétrage un paramétrage des imports où on va aller lui indiquer avec des connecteurs où aller récupérer les éléments qu'on veut intégrer, les prévisions qu'on va vouloir intégrer dans la trésorerie, même si ce n'est pas une solution de comptabilité Sage FRP 1000. D'accord. Merci pour ces précisions. Puis je vais te laisser donc poursuivre la présentation avec le reste des fonctions de la trésor que tu vas nous montrer. Merci. Merci à toi, Pierre. Alors, nous avons les différentes façons, comme je l'ai indiqué à Pierre et à vous, pour intégrer nos différentes prévisions, donc d'une autre solution de trésorerie, des différents modules que nous avons. Nous avons aussi la possibilité d'intégrer des mouvements et des bordereaux bancaires et même la gestion des notes de frais. En plus de cela, nous avons un outil de modification en masse des prévisions importées. Quand j'étais trésorière, j'avais pour habitude de faire de l'importation automatique de mes prévisions, de mon logiciel de comptabilité, et je venais faire des modifications en rafale, donc modifications groupées, avec une sélection ici sur Sage FRP 1000 Trésorerie sur les sociétés ou par groupement de sociétés. Hein, on peut lui paramétrer des familles de sociétés ou des familles de banques. Aller lui choisir le flux, la nature de flux qu'on veut importer, qu'on veut modifier dans nos prévisions plutôt, excusez-moi, le niveau de prévision qu'on veut. Alors, on voit ici qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs niveaux de prévision dans Sage FRP 1000 Trésorerie. Donc ici, nous allons choisir la prévision moyen terme. Nous avons la possibilité, même selon les habilitations, d'aller choisir la prévision qu'on veut
qu'on veut modifier selon celui qui a émis la prévision. Donc, si ce n'est pas vous, par exemple, si c'est un autre collaborateur que le trésorier. Selon la devise, nous allons aussi avoir la possibilité, comme dans tout FRP1000, de faire une sélection fine sur les dates avec des périodicités glissantes encore. Pouvoir lui dire qu'on veut faire une modification en rafale sur 3 jours glissantes. On a aussi la possibilité de supprimer la totalité des flux qu'on aura importés au préalable dans la solution et réimporter les prévisions de trésorerie des différents modules de la comptabilité, de la gestion commerciale ou d'une autre solution. Où ici, nous allons faire une modification du flux, nous allons faire actualiser pour aller récupérer, il va nous donner la liste des flux qu'il aura trouvé par rapport à nos sélections. Nous avons la possibilité de faire un profil de sélection, une planification de tâches pour que ces tâches se fassent automatiquement. Donc, et nous allons, excusez-moi, nous allons, je suis désolée, j'ai fait une fausse manip, je vais récupérer ma sélection que j'ai enregistrée. Désolée. Alors, nous allons pouvoir aller lui donner, choisir dans la liste qu'il nous aura proposée ou modifier l'ensemble des flux qu'il nous propose, ou aller sélectionner les flux sur lesquels nous voulons faire des modifications. Il faut savoir que nous avons aussi la possibilité d'avoir des documents ajoutés à ces échéances ou à ces prévisions que nous voulons modifier. C'est des choses que nous avons partout dans la solution. Sur les écrans, nous avons, avec Sage FRP1000, la possibilité de joindre des documents de type PDF, Excel ou autre dans la solution, partout dans la solution. Ici, nous avons cet écran qui va, pour lui donner les modifications que nous voulons importer. Donc ici, nous voulons faire une modification sur les dates. Alors, vous voyez que vous pouvez faire une modification sur les comptes, sur les différentes natures, même sur les codes budgétaires associés au flux ou par rapport aux prévisions. Et nous allons faire exécuter. Et il va nous proposer une liste. Il va nous proposer la modification qu'il aura faite. Et on va lui valider cette modification avec ce changement de date. Donc, en plus des modifications en rafale de nos prévisions qu'on aura fait dans la trésorerie, donc on aura géré toutes nos prévisions, il y a la gestion de la réalisation, donc la gestion de tout ce qui est relevé de compte. Alors, on a l'intégration automatique des relevés de compte qui va se faire tous les jours. La banque va mettre à disposition sur les serveurs les relevés de compte et nous allons, avec Sage FRP1000 Trésorerie, aller récupérer ces relevés de compte en automatique et l'intégrer dans la solution. Nous allons pouvoir aussi faire en automatique et par un paramétrage pour que dès l'intégration des relevés de compte et des prévisions, enchaîner avec un rapprochement automatique de tous nos flux de prévisions et de réaliser. Nous avons la possibilité de faire des contrôles et des analyses. Et pour cela, nous avons la fiche en valeur, donc un outil pour suivre vos positions de trésorerie. La possibilité de faire des sélections fines sur les entités ou par regroupement sur les différentes sociétés. Nous avons une sélection fine aussi sur les périodicités. Pouvoir aller cibler le niveau de prévision qu'on voudrait voir affiché et analysé dans notre fiche en valeur. Pouvoir faire des analyses par code budgétaire ou par nature de flux.
selon les plans par nature ou des plans budgétaires. Comme vous l'a indiqué Pierre, nous avons la possibilité de sauvegarder nos différentes sélections. Donc ici, j'ai sauvegardé des sélections, faire des analyses sur des jours glissantes, sur des mois pour pouvoir coller au budget. Ici, j'ai fait une analyse sur les différentes sociétés avec les différentes banques, avec des ruptures par type de valeur, donc les recettes, les dépenses. Nous allons pouvoir descendre plus finement alors sur le réalisé, mais aussi sur les différentes prévisions, remonter par la fiche en valeur, sans sortir de votre fiche en valeur pour l'analyse, pour consulter vos flux, mais même pour faire aussi de l'audit des flux réalisés. Donc ici, nous arrivons sur un écran d'audit de flux réalisés où nous allons pouvoir faire une réclamation à la banque. En fait, l'audit des flux réalisés, il va aller analyser selon les conditions bancaires que vous aurez paramétrées, les conditions appliquées par la banque par rapport à ce flux de réalisé. Et si il n'est pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a analysé, ce que la banque vous a facturé, vous avez la possibilité de faire d'imprimer un courrier directement, un courrier de réclamation, que je vais vous montrer, un courrier de réclamation où vous allez pouvoir l'envoyer directement à la banque en lui expliquant que le flux sur lequel il a appliqué les frais ne correspond pas aux conditions bancaires signées au préalable auprès de votre banque. Donc, déjà un outil d'analyse complet de la fiche en valeur, pouvoir remonter directement sur les différents flux sans sortir de votre fiche en valeur, sans sortir de votre fiche en valeur. En plus de ces analyses et ces contrôles que nous faisons dans la trésorerie, nous avons le ticket d'agio qui est un contrôle sur les échelles d'intérêt émises par la banque. Selon les conditions bancaires, nous allons pouvoir, avec Sage FRP1000 Trésorerie, analyser pour chaque type de flux, analyser ce que la banque nous a facturé. Alors, nous allons paramétrer nos échelles d'intérêt et il va nous sortir un flux prévisionnel de l'intérêt et nous allons pouvoir comparer avec le document que la banque nous aura envoyé, qu'on pourra joindre sur cette échelle d'intérêt directement. En plus de toutes ces analyses d'échelle d'intérêt et de fiches en valeur, nous avons l'optimisation dans la trésorerie. Nous avons l'optimisation de la trésorerie avec l'équilibrage automatique des comptes. Alors, dans Sage FRP1000, il va nous proposer les différents équilibrages par rapport aux conditions qu'on aura mis sur les différents comptes. Nous avons les différents placements, la gestion des DAT, mais nous avons ici la gestion des emprunts, donc les emprunts spot. Qu'est-ce qu'un emprunt spot? C'est la gestion d'un emprunt à court terme, inférieur à 1 an, sans tableau d'échéancier, avec le flux d'emprunt que nous allons saisir, le flux d'emprunt que nous allons saisir, la prévision, nous allons lui indiquer sa prévision, nous allons lui donner sa date d'échéance, donc on aura le flux d'emprunt, l'échéance et les frais. Donc, selon le paramétrage qu'on aura mis sur le compte bancaire. Donc, je vais saisir un emprunt. Alors, c'est ça, l'emprunt spot. Donc, ici, il va vous proposer un tableau avec le calcul automatique des différents agios qui sera appliqué sur cet emprunt que vous allez rembourser à court terme dans l'année. Donc, c'est une facilité, la gestion d'une facilité
de trésorerie. Donc, vous avez aussi la possibilité de lui indiquer s'il y a des frais sur le flux d'emprunt ou sur le flux de ton P, donc lors du remboursement de l'emprunt. Donc voilà ce que je voulais un peu vous montrer sur les différents, sur la gestion du cash dans Sage FRP 1000 Trésorerie, quelques fonctions. Lorsque j'étais trésorière, j'avais aussi pour mission de faire des tableaux de reporting. Que je devais faire toutes les semaines pour le COMEX. Pierre, est-ce que nous avons la possibilité de faire ces tableaux de reporting? Pierre? Oui, merci Oui. Flosy. Donc je vais reprendre la main. Je vais te laisser la main, oui. Oui, on va donc rebasculer sur le dernier sujet de cette présentation, c'était le BI reporting et reporting. Alors j'ai montré les interrogations d'échéance, tu as montré la trésor, la fiche en valeur, mais c'est vrai qu'on a toujours besoin de faire des dashboards et de faire des écrans de suivi qu'on aime bien faire dans Excel quand on est trésorier ou même quand on est comptable. Donc ce que je vais vous présenter, c'est un outil qui est complètement intégré à Excel. Donc là, vous voyez le chemin, je vais aller ouvrir un fichier Excel. Et donc depuis FRP 1000, nous avons mis en place cet outil de BI à laquelle je me connecte, qui va me permettre de proposer la création et le suivi d'un certain nombre de tableaux de bord. Donc, je suis rentré dans le fichier Excel et vous voyez un exemple, ça c'est un exemple de tableau, de dashboard que permet de construire cet outil de reporting qui est intégré à Excel et qui est connecté en temps réel à FRP 1000. Donc là, je suis dans mon fichier Excel, je suis connecté, je vois en haut une barre de menu. C'est ça qui va me permettre en fait de créer ce type de tableau. Là, c'est ma première feuille. J'ai ici, par exemple, un autre tableau complètement différent, qui n'est pas des camemberts, mais c'est une grille où j'ai par société, par famille de sociétés, effectivement mes placements à long terme, mes soldes bancaires, mes placements de financement. Donc voilà cet outil. C'est cet outil Sage BI Reporting qui me permet de construire ces tableaux. Vous avez la barre de menu en haut. Moi, ce que je vais faire en quelques minutes, je vais vous montrer comment on s'utilise cet outil en construisant un petit cube. On va rester sur le sujet de l'échéancier. C'était notre sujet du jour. Et donc, je vais aller construire, moi, un cube en allant chercher un certain nombre d'éléments. Donc, voilà comment ça fonctionne. Sur la partie gauche, vous avez tous les champs que l'on peut aller chercher. Donc, par exemple, moi, je vais aller chercher des éléments qui concernent la date d'échéance, des éléments qui concernent le lettrage. Donc, je veux, par exemple, moi, filtrer sur des écritures non lettrées. Je vais mettre le statut ici, les écritures non lettrées. Je filtre sur la société. Donc, je garde ici la société 1. Et puis, je vais un échéancier par tiers. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quand même le nom de mes tiers. Voilà, je vais prendre les libellés parce que je ne connais pas les codes. Et puis, la mesure ici qui m'intéresse, ça va être le solde, par exemple. Je vais prendre mon solde. Et puis, en colonne. En colonne, je vais aller construire un axe que je vais appeler l'axe mois. Donc, je peux aussi créer des formules dans cet outil de reporting. Donc, je vais aller extraire, moi, par exemple, le mois. Ici, je vais aller extraire, le mois. Voilà. Et donc, le mois de ma date d'échéance. Donc, je vais rappeler le champ date d'échéance que je vais mettre ici à l'intérieur en allant chercher dans le modèle de données la date d'échéance. Voilà. Et donc, il va aller m'extraire cette fonction-là. Simplement, il faut que j'enlève ici les petites parenthèses. Et donc, voilà, la colonne est vide. Je le mets dans la colonne et j'ai mon résultat. Donc, vous voyez, en quelques clics, je suis connecté en direct sur la base de données FRP 1000. Il n'y a pas de data warehouse. J'ai construit mon cube. J'ai ici mon rapport d'échéancier donc sur 12 mois pour tous mes clients et je l'obtiens directement dans Excel en temps réel. La requête, elle n'est pas perdue. Elle est ici. Je peux revenir dessus. Je peux faire des modifications sur la requête. Par exemple, quel type de modification je peux faire? Je peux changer par exemple le format, surtout la couleur, je vais mettre du vert clair. Et puis pour faire ressortir un certain nombre de montants, je peux mettre des nuances de couleur de ce type-là. Et puis je vais valider ça. Voilà. Et donc, en quelques clics, j'ai construit mon tableau. J'ai fait ressortir un certain nombre de montants qui me paraissent un petit peu exorbitants grâce à des fourchettes qui sont préparées et qu'on peut évidemment modifier. Ma requête est toujours disponible. Vous savez que je peux revenir en permanence pour la modifier. Ce fichier Excel, je peux l'enregistrer, je peux le donner à quelqu'un.
selon les droits qu'on lui aura donnés, il aura la possibilité soit que de rafraîchir, soit de modifier la requête initiale. S'il n'a que la possibilité de rafraîchir, par exemple, eh bien moi je vais préparer mon fichier Excel de manière à faire un lien ici entre la société et la cellule J, et donc il pourra rafraîchir dans la société qu'il souhaite sans avoir à ouvrir la requête. Et donc là, mon tableau disparaît puisque dans la colonne, dans la cellule J5, je n'ai pas mis de société. Mais vous voyez que maintenant, en double-cliquant sur la colonne, eh bien, le lien est direct avec FRP1000. Et donc, je peux sélectionner d'interroger la société 1. Et donc, je retrouve mon tableau de bord. Donc, voilà comment est-ce qu'en quelques clics, on crée des tableaux. Il y a beaucoup d'autres fonctions. On peut vous faire une présentation plus ample, évidemment, des fonctions. On peut notamment faire des partages de fichiers Excel, c'est très important. Donc, il y a une personne qui crée les tableaux et puis un drive qui va permettre de diffuser l'ensemble de ces fonctions, de ces tableaux, pardon, à l'ensemble des collaborateurs qui auront besoin de ces tableaux. Voilà sur ce quoi je voulais donc terminer sur la petite présentation de la BI. Quand même pour synthétiser la BI, parce que j'étais rapide, je vais synthétiser un certain nombre de choses. 100% Excel, donc très important. Cet outil de BI, vous l'avez vu, je l'ai exploité dans Excel, il est 100% Excel. Les écrans, les tableaux Excel qu'on peut faire, on peut les brancher par la suite directement dans FRP1000, mais en tout cas, on s'appuie sur Excel pour construire les tableaux. Connecté en standard à Sage FRP1000, c'est-à-dire qu'il connaît notre modèle de données. Et donc, comme vous l'avez vu, quand je crée ma requête, eh bien, j'ai la liste des champs directement disponible. Je n'ai rien à construire de ce côté-là. Il connaît notre modèle de données. En temps réel, il n'y a pas de data warehouse, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rafraîchis, c'est une connexion, une requête qui vient interroger directement la base de données pour rafraîchir mon tableau. Ça, c'était très important. Agrège les données de l'entreprise. Alors là, bien sûr, ce que je vous ai montré, c'est connecté sur une base FRP1000. En fait, l'outil peut aller se connecter sur n'importe quelle base. Ça veut dire que vous pouvez construire des tableaux, des dashboards qui vont agréger les données d'FRP1000 plus des données d'autres outils. Ça peut être une paye, ça peut être un outil métier, ça peut être n'importe quel type d'outil. Et vous allez construire des feuilles en agrégeant toutes les bases de données que vous avez dans l'entreprise. Partage d'un simple clic, je l'ai montré, je ne l'ai pas fait, je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais les tableaux qui sont faits, on peut les partager à des utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs, de manière à ce qu'ils n'aient pas à les refaire, mais qu'ils aient simplement à les rafraîchir. Ça, c'était un point important de notre solution de BI. Et enfin, ça permet le reporting sur mesure. Évidemment, c'est ce qu'on souhaite. Grâce à toutes ces fonctions, on souhaite pouvoir donner plus de possibilités, plus d'autonomie au service finance en pouvant créer soi-même ces tableaux de bord dans Excel. Voilà. J'en ai terminé sur l'agenda du jour et on terminé par la présentation de Sage BI Reporting.